Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Je remplace provisoirement mon père qui est pris par quelque chose d'autre. Il va arriver un petit peu plus tard, mais je joue le rôle d'interlude. D'accord. Et donc aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Plenel, que vous connaissez tous, qui a cette longue carrière de journalisme et donc le fondateur de Mediapart, entre autres éléments. Je n'ai pas besoin de le présenter plus, il est connu. Nous avons un planning un petit peu serré aujourd'hui parce que M. Plenel doit partir à 8h30 précise. Et donc, pour cette raison, on va un peu aller au pas de charge. Donc, nous commencerons par 15 minutes de présentation de M. Plenel. Et puis ensuite, on aura 30-35 minutes de discussion et de questions-réponses. Et puis, il y aura une période derrière pour faire les dédicaces. Et après, vous serez appelé à d'autres horizons. Voilà. Donc, merci beaucoup et commençons par applaudir Monsieur Plenel. Vous êtes à place. Voilà. Restez assis, je vais rester debout, moi. Je vais rester debout. Bonsoir à toutes et tous. Et on ne va pas aller au pas de charge. C'est que je n'ai pas réussi à annuler un engagement où m'a coincé mon confrère Daniel Schneiderman pour l'anniversaire d'Arrêt sur Image où on doit faire une émission ensemble. J'ai tout fait pour annuler. Je lui ai dit que c'était plus important d'être là. Il a préféré décaler l'émission et me coincer en envoyant à prix, je ne sais combien ça coûte, un moto-taxi. Voilà, enfin bref, c'est ça la raison. Et donc la priorité, c'est vous. Le livre que je présente devant vous, c'est un peu une sorte de compte-rendu de mandat, j'allais dire. J'ai souhaité rassembler l'ensemble des articles un peu de fond, qu'au-delà de notre traitement d'information avec plusieurs contributeurs, dont l'un notamment est bien connu de tous les spécialistes de la question de Palestine, qui est René Bachmann, qui a beaucoup écrit dans Mediapart et toujours aujourd'hui. J'ai voulu donc rassembler les principaux articles que j'ai écrits sur la question de Palestine dans Mediapart depuis sa création en 2008. C'est 11 articles qui ont pour but de rappeler qu'évidemment tout n'a pas commencé le 7 octobre et de refuser le piège qui est tendu par la propagande, notamment la propagande de l'État d'Israël et de ses dirigeants, et évidemment le monde médiatique dominant, qui est de faire comme un peu le 11 septembre 2001. Il y a un événement, les 2 tours jumelles, les attentats d'Al-Qaïda. Il y a un événement, le 7 octobre, l'attaque du Hamas et de ses alliés avec les massacres commis au passage. Et donc il n'y a qu'un présent et il faudrait uniquement être pris par ce présent comme des lapins dans les phares. Il n'y a plus de passé, il n'y a plus d'explication. Et du coup, il n'y a pas de futur et on ne peut pas débattre même du futur. On est sommé de s'en tenir à la réaction à ce présent. On sait ce que ça a donné après 2001, la catastrophe sur un mensonge médiatique de l'invasion de l'Irak par les États-Unis d'Amérique, la destruction d'un État, d'un pays, d'une région, avec toutes les conséquences qui continuent aujourd'hui. Et nous voyons bien évidemment, depuis la fin 2023, les conséquences de cela, c'est-à-dire le feu vert qui est donné à un crime de guerre, un crime contre l'humanité, et aujourd'hui, il n'y a que les aveugles pour ne pas le voir, un crime génocidaire de destruction de la Palestine. Je dis bien de la Palestine, ça va au-delà de la simple population de Gaza, de la destruction de l'idée même de Palestine. Et donc,
rassembler tous ces articles, c'est redonner, redéplier l'ensemble de cette histoire de manière la plus pédagogique possible. Le premier de ces articles, qui illustre bien tout cela, est une adresse à Barack Obama le jour où il prend la présidence des États-Unis d'Amérique, début 2009. Et ça, le titre de cet article, c'est « Palestine où se joue la paix du monde ». C'était déjà le cas donc, en 2009. Et à l'époque, il s'agissait déjà d'une guerre à Gaza, puisqu'on en est à la 14e ou 15e guerre à Gaza. Et il s'agissait déjà de l'aveuglement et du soutien explicite des États-Unis, non pas trumpistes, mais du Parti démocrate, à la politique aveugle et aveugle à l'autre, hein, et aveugle à l'égalité des droits des dirigeants israéliens. Parmi ces 11 articles, vous trouverez, à l'occasion d'une autre guerre à Gaza, en 2014, une lettre ouverte à celui qui était président de la République française, François Hollande, qui est celui qui, à l'été 2014, a rompu avec l'héritage des diplomaties gaullistes et mitterrandiennes et qui a fait basculer la France dans un alignement inconditionnel, un soutien inconditionnel à l'État d'Israël. Nous savons tous que tout soutien inconditionnel est un aveuglement. Hein, il ne voit que d'un œil, il ne voit pas toute la complexité de la réalité. Et évidemment, c'est une perdition politique en termes de principe. Et cela donne ce que l'on appelle le double standard, hein, à l'échelle du monde, que nous voyons tous. Ceux qui se mobilisent sur l'Ukraine oublient la Palestine. Et parfois, hélas, inversement, car c'est l'article suivant dont je veux vous parler, un article qui disait combien tout soutien inconditionnel à la politique de Netanyahou et de l'extrême droite israélienne était un cadeau fait à Vladimir Poutine, c'est-à-dire ceux qui étaient obsédés, et encore aujourd'hui, par la nécessaire riposte à Poutine et à ce nouvel impérialisme et à son agression contre le peuple ukrainien, eh bien, ne voyaient pas qu'en faisant cette attitude à l'égard d'Israël, eh bien, il faisait le jeu de Poutine. Et un événement récemment, enfin il y a quelques mois maintenant, l'a confirmé, dans la foulée de l'arrivée à la présidence de Trump, à l'Assemblée générale des Nations unies, une résolution a été adoptée avec pas mal d'abstention de pays à cause de ce double standard, mais une résolution de soutien à l'Ukraine et à son intégrité territoriale. La Russie a voté contre, ainsi que ses alliés habituels comme la Corée du Nord. Les États-Unis de Trump ont voté contre, alignés désormais sur Poutine, mais ce n'a pas été assez noté. L'État d'Israël a aussi voté contre. Hein, le droit international, quand on le ruine, bien on voit bien qu'on le ruine pour tout le monde. Et puis, donc c'est un de ces articles parmi ces 11. Et le dernier article auquel je tiens beaucoup s'appelle « Barbarie dans la civilisation » et rejoint le propos que j'ai mis en introduction. Notre blessure, le titre, reprend une phrase de l'écrivaine indienne altermondialiste Arundhati Roy, l'auteur du Dieu des petits riens, et qui, recevant un prix un an après le 7 octobre, a expliqué sa solidarité avec la Palestine et a expliqué combien la Palestine était une blessure à l'échelle du monde. Alors de quoi est-ce une blessure? Et c'est ce que dit et rappelle ce dernier article « Barbarie dans la civilisation ». S'il y a pour moi une universalité de la cause palestinienne, et c'est ce que dit l'introduction, c'est qu'elle place au cœur du monde, depuis l'après-Deuxième Guerre mondiale, la question de l'égalité des droits. C'est ce que recouvre la question du droit international. Le droit, si l'on a proclamé une égalité des droits par la Déclaration universelle des droits de l'homme, eh bien cela vaut pour tous les peuples. Et à partir du moment où on la ruine pour un peuple, et de manière durable, depuis justement 1948 et la création de l'État d'Israël, avec la Nakba, réédité et reprolongé avec 1967 et l'occupation des territoires palestiniens, eh bien qu'est-ce qu'on fait vivre dans notre présent? Qu'est-ce qu'on ravive comme si on sortait un fantôme et on le rendait vivant et non plus un fantôme évanescent? Eh bien c'est la question coloniale, comme une question qui n'est pas une question d'hier, qui est une question d'aujourd'hui.
Et c'est ce que l'histoire qui se joue dans ce qu'on appelle improprement le conflit du Proche-Orient, le conflit israélo-palestinien, et que je préfère appeler la question de Palestine, eh bien, c'est ce que cela fait vivre dans notre présent et ce que cela ravive. Il suffit d'écouter évidemment notre débat public français. C'est l'actualité de la question coloniale. Il faut bien se dire qu'au XXIe siècle, et tout récemment, dans un entretien que j'ai fait dans l'émission que j'ai sur Mediapart avec la grande historienne franco-algérienne Malika Rahal, elle a dit ça de manière très très forte. Il faut se dire qu'aujourd'hui, ce que nous attendons d'une nation moderne, eh bien, c'est qu'elle se proclame anticolonialiste. Il ne s'agit pas de repentance, il ne s'agit pas d'excuses, il ne s'agit pas de culpabilité, il s'agit de dire de manière très lucide que comme nous sommes anti-nazis, comme nous sommes anti-fascistes, eh bien nous sommes anticolonialistes. Que coloniser, c'est-à-dire s'approprier un territoire, repousser un peuple, parfois le détruire, les Indiens d'Amérique, les effacer, détruire leur culture, créer une logique de domination et de supériorité au sein de l'origine, au sein de la culture, au sein de l'apparence, au sein des religions, eh bien, c'est mal, pour le dire tout simplement. Ce n'est pas bien et cela fait créer au cœur de nations qui se prétendent civilisées, cela crée la barbarie. Ce n'est pas un propos très original. J'ai grandi, et c'est pour ça que je disais nous sommes en pays de connaissance, puisque c'est le bouillonnement de cette époque que convoque ce lieu, des années 50, 60, 70, ces années du Congrès des écrivains noirs à la Sorbonne, les années de présence africaine qui est toujours là, rue des Écoles, les années de la librairie La Joie de lire de François Maspero, eh bien nous sommes au cœur du propos d'Aimé Césaire dans son discours sur le colonialisme. Au bout du bout, disait-il, et il n'y a pas besoin d'un débat juridique, le débat posé par la Cour internationale de justice, par la Cour pénale internationale sur le crime de génocide. Au bout du bout, disait-il, dans la colonisation, au bout du bout, il y a Hitler. Au bout du bout, il y a la barbarisation de l'autre, et en barbarisant l'autre, en disant que l'autre est un inférieur, l'autre n'est pas vraiment un humain, eh bien on finit par se barbariser soi-même. La démonstration a été faite 2 jours après le 7 octobre, quand le ministre de la Défense israélien, celui qui est sous le coup, comme Netanyahou, d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, a dit « Nous sommes face à des animaux humains ». Et quand il a dit cette phrase, il a déjà annoncé le programme qui est réalisé aujourd'hui. Eh bien, nous allons les priver de tout. Privés d'eau, privés de nourriture, privés, etc. Nous allons rendre ce territoire invivable. Et comme vous le savez, c'est à la fin de cette semaine qu'ils ont donné cet ultimatum pour commencer vendredi, le 16, le programme qui est annoncé dans le feu vert donné par Trump. La Riviera et la Côte d'Azur, ce n'est pas une blague, c'est le feu vert à l'épuration ethnique, au nettoyage ethnique, à la disparition. Et je l'ai dit dans ce dialogue avec Malika Rahal, que vous pouvez retrouver, c'est en accès libre sur Mediapart, la disparition est un synonyme de colonisation. La colonisation, c'est la disparition de l'autre. L'autre, s'il s'assimile, s'il se soumet, il peut survivre, mais il va disparaître en termes de culture, d'authenticité, d'histoire personnelle. On va le faire disparaître, on va par l'aliénation, par la soumission. Et puis, par ailleurs, on va faire disparaître son histoire, sa propriété de la terre, sa culture, ses terres, ses territoires, et parfois le faire disparaître lui-même physiquement ou l'effacer. Aujourd'hui, comme me disent des amis palestiniens, oui, un Palestinien a la vie sauve s'il s'en va. S'il s'en va. Donc il doit disparaître de sa terre. Et dans ce cas-là, il redevient cet anonyme, il est replongé dans cet anonymat dont la lutte volontaire, hommage à Yasser Arafat et à l'OLP, la lutte volontaire du mouvement national palestinien dans sa diversité originelle, eh bien, elle a fait disparaître, elle a rompu cet oubli, puisque n'oubliez pas que cette agence, l'UNRWA, qui est dédiée aux réfugiés de la Palestine, eh bien, elle
renvoyait au fait qu'il n'y avait plus de Palestine à partir de 1948, il y avait des réfugiés. Il y avait un peuple détente. Hein. Et comme dit souvent mon ami Elias Sambar, auquel ce livre est dédié, ainsi qu'à Leïla Chaïd, Yasser Arafat, dit-il, nous a rendu notre nom. Notre nom, hein, la Palestine, hein, avec son histoire et sa fierté. Donc voilà, ce livre, pour les connaisseurs de la Palestine, ne leur apprendra pas grand-chose. C'est un livre plutôt comme est notre fonction de journaliste. C'est un livre pour essayer d'y voir clair, pour transmettre aux jeunes générations, pour montrer un peu le travail qui déploie tout ça que nous nous sommes efforcés de faire. Et en le lisant, vous verrez hélas que beaucoup de choses qui sont encore débattues, y compris avec des lucidités de la dernière heure ces temps-ci, eh bien, c'était là il y a 1 an, c'était là il y a 1 an et demi. J'ai écrit fin 2023 qu'à Gaza se jouait notre humanité, hein, que c'était notre humanité qui était en péril, notre propre humanité qui se jouait, c'était fin 2023. Et aujourd'hui, nous n'avons plus de mots, hein, ces mots sont dérisoires. J'ai peut-être entendu, comme vous, ou vu que dans cette interview interminable du président de la République hier, il n'y a eu sur 3 heures qu'à peine 6 minutes sur la Palestine. On ne lui a même pas posé une question sur la reconnaissance qu'il avait supposément annoncée de l'État de Palestine, qui a été faite par notamment l'Espagne en Europe. Mais surtout, le président, tout d'un coup, a dit qu'il trouvait honteux, que c'était la honte ce que faisaient les dirigeants israéliens. Mais nous n'en sommes plus au stade de la honte. Et je dirais qu'à la limite, la honte, c'est d'entendre de tels propos. Car que fait-il? Que fait-il? Nous sommes à un moment où le crime, qui s'ajoute aux crimes commis par l'armée israélienne, le feu vert qui a été donné, comme dans toute guerre coloniale, hein, voilà ce que je vous ai rappelé du ministre de la guerre, du ministre de la Défense israélien, pas de quartier en somme, eh bien nous en sommes au moment où les mots, il ne s'agit pas d'avoir des mots de compassion, il faut agir. Hein. Le moindre État du Sud ferait ceci, il serait déjà au banc des nations. Rappelez-vous qu'une autre histoire que Mediapart a beaucoup documenté, l'imposture de la guerre de Libye, hein, pour un mensonge, puisque c'est établi que c'était un mensonge, une construction sur une soi-disant colonne qui allait attaquer des civils à Benghazi. Bon, il y a eu une résolution de l'ONU, il y a eu une intervention militaire et il y a eu le renversement d'un régime. Et il y a eu un pays, la Libye, banni des nations. Là, il n'y a rien, aucune sanction. Toutes les armes sont disponibles, les sanctions diplomatiques, les sanctions commerciales, les sanctions militaires. On laisse l'avion de M. Netanyahou, alors que tout État membre de la Cour pénale internationale et des Nations Unies a l'obligation de faire exécuter les mandats de la CPI. Un membre de l'Union européenne, la Hongrie, reçoit M. Netanyahou en grande pompe, alors qu'il sera un jour, j'espère, jugé comme un criminel de guerre. Et donc ce crime d'inaction est aujourd'hui poignant, terrible. La Palestine, elle est dans le cœur de beaucoup de peuples et de beaucoup d'individus. Elle est dans le cœur de certains diplomates qui agissent, qui disent des choses, qui essayent de faire ce qu'ils peuvent, d'ONG, de personnes de la société civile. Mais elle est dans une grande solitude des États. Et pas seulement des États occidentaux, et je voudrais terminer par ça, et aussi, et comme ça a souvent été le cas dans sa longue marche de résilience, des États arabes, des dirigeants des États arabes. Car quand même, n'oubliez pas, quelque part, 15 jours après le 7 octobre, il y a eu ce grand sommet où, pour la première fois, le président iranien se rend à Riyad et tous les dirigeants arabes étaient présents. Et aujourd'hui, tout se passe à Riyad avec monsieur Mohamed Ben Salman, qui est le grand ami de monsieur Trump, comme le Qatar offre, tout en accueillant le Hamas et ses dirigeants extérieurs, offre un grand avion à monsieur Trump et le reçoit lui aussi en grande pompe. Eh bien, ces pays qui ont quand même des armes incommensurables par les temps qui courent, ils ont l'arme du pétrole, ils ont l'arme du gaz, ils ont des robinets qu'ils peuvent fermer, ils ont l'arme, en ne laissant pas ça seulement aux Houthis soutenus par l'Iran du commerce international. Ils ont toutes sortes d'armes pour venir de manière très concrète au soutien de la Palestine et de dire, écoutez, si vous n'arrêtez pas ce crime, ben nous on coupe. Vous ne l'arrêtez pas, ben on coupe. Et donc voilà, nous
j'appelle, je suis de ceux, et nous allons l'écrire à nouveau à Mediapart ces jours prochains, j'appelle nos dirigeants à agir, à faire quelque chose. Et c'est d'une certaine manière une honte, et pour moi c'est leur honte, et c'est la honte de l'intervention du président Macron hier, qu'il n'y ait que des mots, hein, words, 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 comme dans la pièce de Shakespeare Hamlet, que des mots, et qu'il n'y ait pas d'actes. Il y a une non-assistance à peuple en péril, et un jour ou l'autre, nos dirigeants devront en rendre compte. Merci beaucoup. Mais sur Fanon, je rappelle, les dernières pages sont très souvent oubliées, les dernières pages des damnés de la Terre, où en fait Fanon, et on en revient au sentiment, au ressentiment hein, qu'il y a dans le reste du monde par rapport au double standard, qui est parfois instrumentalisé aussi par des régimes autoritaires. Hein, vous avez bien vu que dans tout le Sahel et l'Afrique subsaharienne, des régimes militaires qui brutalisent aussi la diversité de leur société sont mobilisés par ce ressentiment anticolonialiste et contre la France-Afrique. Et Fanon, justement, quand vous dites c'est une vieille histoire, il termine par une conclusion très universaliste. Il dit camarades, mes frères, quittons l'Europe, quittons cette Europe qui laisse tomber ses propres idéaux. Donc c'est à nous d'aller les défendre. Et là, il faut bien voir que les causes anticolonialistes ont été porteuses des idéaux que l'Europe, sur les décombres de la catastrophe européenne, proclamait. C'est-à-dire elle les a proclamés et en même temps elle les a piétinés. Et la semaine dernière, nous fêtions le 8 mai 1945, hein, la victoire contre le nazisme. Nous avons rappelé à Mediapart qu'à l'autre 8 mai, hein, c'est Tifé Guelma, dans l'est de l'Algérie, le Constantinois, c'est-à-dire au moment où on libérait de l'oppression, eh bien on continuait une nouvelle oppression. Et donc la machine continuait, comme on a jeté comme un manteau de poussière notre propre crime, le crime commis contre les Juifs d'Europe, le crime de génocide, la destruction des Juifs d'Europe. On l'a jeté sur les dos d'un autre peuple, en laissant commettre une injustice à l'égard de ce peuple, le peuple de Palestine, qui n'y était pour rien. La légitimité du foyer national juif a été reconnue par les vainqueurs du nazisme, mais une injustice a été commise sur le dos d'un autre peuple et du mouvement national palestinien au même moment. Et donc tout cela est pour toutes celles et tous ceux qui connaissent, et c'est pour ça qu'il faut refaire vivre cette histoire. Et c'est pour ça qu'elle dérange, et c'est pour ça qu'il y a tous ces noms d'oiseaux, wokisme, islamo-gauchisme, post-colonial pour nous moquer et tout, parce que c'est une histoire actuelle. Et vous voyez bien qu'elle sert aussi de dérivatif, c'est ce que fait en plein moment de ce qui se passe à Gaza. Nous avons un pouvoir et son ministre de l'Intérieur qui, par la faute du président originellement, qui a pris une position incompréhensible sur le Sahara occidental et qui a brandi une sorte de chiffon rouge à l'égard du pouvoir algérien à l'été 2024 et qui a lancé un engrenage terrible dont M. Retailleau s'empare, hein, dans sa volonté de représenter l'extrême droite française en ravivant une sorte de guerre de civilisation contre notre histoire algérienne, pas seulement contre l'Algérie. L'Algérie, elle est dans l'histoire française, elle est dans notre culture, elle est dans nos livres, elle est dans notre connaissance, elle est dans Kateb Yassine que je vois là, elle est voilà, et c'est contre nous-mêmes. Et du coup, c'est une façon de dire, derrière ça, c'est les musulmans, c'est les arabes, c'est au fond de nous fermer au monde. Hein. C'est pour ça que je dis, quels que soient, aux plus jeunes qui sont là, quelle que soit la situation dramatique du monde actuel, en même temps, moi, sur le fond, je suis combatif parce que je pense que toutes ces crispations sont celles d'un monde condamné. Ce sont les ultimes et terribles, et parfois pouvant faire des dégâts terrifiants, mais d'un monde qui va dans une impasse. Le monde de Trump, de Poutine, de Netanyahou et d'autres est un monde qui va dans une impasse. Il peut faire beaucoup de dégâts, il en fait évidemment déjà, mais il va dans une impasse. Je
J'ajouterais aussi le fait que même la situation avec l'Algérie et le Maroc, c'est aussi le résultat de l'affaire Pegasus et Israël aussi, mais sur une autre dimension. Oui, alors si vous parlez de l'affaire Pegasus, ce téléphone-là a été infiltré par Pegasus. Hein, la plainte est à l'instruction, mais elle ne pourra pas prospérer. Et tous les faits que nous avons prouvent que ce logiciel israélien a été utilisé dans le cas de ce téléphone et d'un autre téléphone de Mediapart par la monarchie marocaine. D'autres questions, commentaires? Oui, allez-y. Bonjour Monsieur Planel. Bonjour Monsieur Planel, merci d'être là devant nous, merci pour tout le travail que vous avez fait et que vous faites. Moi je voulais savoir si vous envisagez, vous à titre personnel, est-ce que vous pouvez considérer un sionisme qui serait pas qui massacrerait pas des gens et qui pourrait envisager une cohabitation avec le peuple palestinien, j'ai envie de dire, pas originel, mais qui est là depuis très longtemps. Vous savez, c'est vraiment toute l'histoire des logiques coloniales. Elles détruisent les potentialités de diversité et de cohabitation. Je ne sais pas si vous avez été voir, moi je l'ai bien apprécié, certains le critiquent, le biopic sur Frantz Fanon. Que j'ai bien aimé, voilà, même si c'est un film classique. Et il tient beaucoup par la cohérence de son scénario. Et il y a une grande audace dans son scénario, en dehors du fait de bien rappeler. C'est très important que Fanon, son engagement vient aussi de sa pratique de soignant. Et comment la colonisation, elle aliène tout le monde. Elle crée de la souffrance, et dans le cas de Fanon, il le voit quand il ausculte des patients ici en France, comme on disait à l'époque des travailleurs nord-africains, et qui en fait qui ont des traumas, leur corps témoigne, mais c'est des traumas liés à l'oppression coloniale. Mais ce que montre le film, c'est que cette aliénation, elle gagne aussi le colon. Il est aussi aliéné, il est aussi. Mais l'audace du scénario, et c'est très très important de rappeler ça, c'est qu'ils ont mis, avec un peu d'arrangement temporel, l'assassinat d'Aban Ramdan par ses propres frères. Voilà, les trois B, Belkacem, Boussouf et Ben Tobal. Et c'est important de rappeler ça. Pourquoi? Ça se passe fin 57. Le gros de ce qu'on appelle improprement la bataille d'Alger, qui est une répression militaire sur la population civile à Alger, se passe dans la première moitié de l'année 57. C'est une brutalisation par la France en ayant confié les pouvoirs spéciaux aux militaires d'un mouvement national algérien qui, à l'époque, veut rallier les populations civiles, les populations des villes, les syndicats, etc. C'est d'une très très grande violence avec la torture, les disparus, etc. Et évidemment, quand il y a une violence comme ça, indistincte, elle donne la main dans le mouvement nationaliste aux plus extrémistes, de dire mais attendez, là il y a voilà, on ne fait plus de quartier, nous aussi. On ne va plus faire de quartier, nous aussi. C'est d'ailleurs ce qui s'est joué entre l'OLP et le Hamas dans l'histoire interne du mouvement palestinien. Or, Aban Ramdan était l'homme de la charte de la Soumam, du congrès de la Soumam, et qui était une immense promesse par rapport à la compréhension qu'il y avait une histoire algérienne, arabe et musulmane, mais aussi berbère, mais aussi juive, et aussi avec une minorité européenne. Et donc, c'était l'idée d'une Algérie plurielle. Bon. Et l'Algérie, qui va être en partie décevante, mais quel que soit tout ce qu'a réussi l'indépendance algérienne, et il faut en être fier, et la brutalisation, le pouvoir militaire, le parti unique, commence là, par l'assassinat d'Aban Ramdan, ami de Fanon, par ses propres frères, par un règlement de compte au sein du mouvement indépendantiste. Alors, je vous dis ça parce que, évidemment que toute cette brutalisation et cet aveuglement colonialiste des dirigeants israéliens, car c'est un aveuglement colonialiste, j'ai fait un livre précédent qui s'appelle « Le jardin et la jungle », et je rappelle que les dirigeants israéliens, y compris soi-disant de gauche, travaillistes, s'imaginent comme une villa dans la jungle. C'est invivable, ça. Ça veut dire, les autres, c'est des barbares, les autres, c'est des bêtes sauvages, donc c'est la guerre permanente. Que l'endroit supposé être le plus sûr pour les Juifs du monde sera le moins sûr, en guerre permanente, le poste avancé de l'Occident. Enfin, tout ça est une folie. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est les occasions qui ont été manquées. En 67, quelque temps après la guerre, et donc la conquête des territoires par Israël, paraît dans Haaretz. Haaretz,
quotidien libéral qui se comporte très bien. Il y a d'autres journaux qui se comportent très bien, là, actuellement. Il y a 972, qui est un formidable journal en ligne israélo-palestinien, hein, juif-arabe, hein, ensemble. Hein, il y a des initiatives communes, comme il y a eu le film Not Otherland, qui était fait comme ça. Et donc, paraît dans Haaretz, un texte que j'ai cité ici, et que je voudrais vous rappeler tellement il est bouleversant. Il est bouleversant, combien il est prophétique. Il est prophétique. Notre droit de nous défendre contre l'extermination ne nous donne pas le droit d'opprimer les autres. L'occupation entraîne une domination étrangère. Une domination étrangère entraîne la résistance. La résistance entraîne la répression. La répression entraîne le terrorisme et le contre-terrorisme. Les victimes du terrorisme sont en général des innocents. La mainmise sur les territoires occupés fera de nous des assassins et des assassinés. Sortons des territoires occupés maintenant. Les signataires, qui donc avaient rejoint Israël, donc avaient fait le ralia, comme on dit dans la tradition juive, et qui n'étaient pas des sabras forcément nés en Israël, étaient les fondateurs d'un petit parti juif socialiste qui n'existe plus, dont certaines figures sont toujours vivantes, qui s'appelait le Matzpen, ce qui veut dire la boussole de l'égalité en l'occurrence. Et ils ont dit ça, comme d'autres belles figures. Ils ont dit, mais si nous ne rendons pas, nous allons devenir des assassins et des assassinés. Repensez au 7 octobre. Et à la suite, bien sûr, il y a des assassinés, et puis il y a des assassinés, des assassins. Donc voilà, vous savez, il y a une autre belle figure de ce point de vue qui est Avraham Burg, hein, qui est une figure qui a été président de la Knesset, du Parlement israélien, qui a eu des responsabilités au Congrès juif mondial, hein, et qui a fait un livre terrible sur le thème, mais nous sommes en train d'offrir la victoire à Hitler. Lui qui le dit, c'est lui qui le dit. Victoire symbolique, parce que l'origine ne protège de rien. Il y a aussi aujourd'hui une extrême droite juive, fasciste, religieuse, identitaire, suprémaciste, raciste, qui existe. Et donc, voilà, je crois qu'il y a une histoire juive au Proche-Orient. Hein. Ceux qui pensent que ce ne fait pas partie de l'histoire ont tort. Il y a un mouvement national juif qui existait avant 1948, hein, comme il y avait un mouvement national palestinien. Il y avait, voilà, et simplement, à partir du moment où il y a une logique d'inégalité, une logique d'oppression, évidemment, les justes du camp qui opprime sont ceux qui prendront conscience de l'oppression. Il ne faut pas se proclamer juste, il faut d'abord prendre conscience de l'autre. Il y a un superbe poème de Mahmoud Darwish que j'aime beaucoup citer qui s'appelle « Pense aux autres ». Pense aux autres. Quand tu fais tes guerres, pense aux autres, pense à ceux qui veulent la paix. Pense aux autres. Donc voilà, moi je n'écris pas l'histoire, mais évidemment que je fais ce pari-là. Comme pour ça que je vous faisais l'histoire de l'Algérie aurait été tout autre sans l'entêtement de la France. J'ai grandi dans l'Algérie d'après l'indépendance, j'ai connu, contrairement à l'idée, tous les pieds noirs, comme on dit, cette expression, ne sont pas partis en 62, beaucoup sont restés, c'était leur pays, certains avaient accompagné le désir d'indépendance, certains ont accompagné le nouvel État algérien, hein, mais tout ça, voilà, c'est en partie perdu dans les sables, à cause de la brutalité entraîne une brutalité, hein, et entraîne l'aveuglement à l'égard de l'autre. C'est un cercle infernal. Oui, mais je voudrais vous dire quelque chose qui est d'ailleurs une personnalité qui n'est plus de ce monde et qui était quelqu'un de très respecté dans la communauté juive française et qui était en même temps quelqu'un qui n'a jamais varié sur cette question du Proche-Orient. C'est Jean Daniel, l'ancien directeur du Nouvel Observateur. Et il avait écrit un livre très dérangeant qui s'appelle « La prison juive », qui est peu connu. Hein. Qui est, en fait, il faut, et ça vaut hein, pour toutes les descendants de victimes. Les 20-30 années qui ont suivi le génocide et la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu toute une génération de juifs internationalistes qui ont considéré qu'au contraire, le fait d'être des survivants ou des descendants de survivants ne leur donnait aucun privilège, leur donnait au contraire un devoir.
un devoir vis-à-vis des autres, un devoir vis-à-vis d'autres victimes. Hein. Et évidemment, le temps fait son œuvre. Le temps passe, hein, c'est comme l'ascenseur social, c'est comme le paria et le parvenu. Hein, on est parvenu, on ferme la porte, on a oublié le paria qu'on était, on est à l'abri, voilà. Et dans toutes les communautés, hein, ça existe, comme on peut aussi à la fois être conscient de l'ampleur terrifiante du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda et en même temps voir les pratiques autoritaires du régime de M. Kagame aujourd'hui. Il faut tenir les deux bouts, voilà. Et donc, Jean-Daniel voilà, mettait en cause ça, parce qu'il y a quelque chose qui est très inaudible, hélas, autant ce texte que je vous ai lu, là, tient chose très fermement, mais l'idée, c'est très bien que tout récemment, il y ait des personnes comme la rabbine Delphine Orvillers, comme Anne Sinclair, comme le dessinateur Johann Starr, qui, bien sûr, c'est tout à fait de la dernière heure et bien tard, mais tout d'un coup ils le disent, mais comme le dit Vincent Lemire, nous prenons, on va pas barguigner. Mais ce qui est insupportable, c'est quand ces personnes disent que c'est leur propre douleur, que c'est leur douleur pour eux. Voilà, je veux dire, il faut faire ce pas d'abord de penser contre soi-même et contre les siens. C'est ce qui est le plus douloureux, mais il faut parfois penser contre les siens, sortir de la prison. Sortir de la prison communautaire, identitaire, penser contre les siens. Et là, voilà, moi, je pense que mes articles rendent compte de ça. Hein. Je n'ai pas écrit tout de suite après le 7 octobre. J'ai laissé les débats d'abord rendre compte de l'actualité, laisser, y compris les débats au sein de la rédaction de Mediapart. Tout le monde n'a pas ressenti cette histoire de la même manière. Certains avaient de la famille en Israël, d'autres étaient branchés sur Al Jazeera et sur le monde arabe. Chacun a des histoires différentes. Et j'ai posé la question morale. Et notamment, j'ai dit, et ça vaut pour toutes les guerres, y compris pour les moyens guerriers qu'avait choisi le Hamas, les cibles qu'avait choisi le Hamas, la fin ne justifie jamais les moyens. Hein. La fin est déterminée par les moyens. Hein. Et donc, dans le cas du 7 octobre, on peut tout à fait ne pas mettre à égalité opprimés et oppresseurs, considérer qu'il y a un droit légitime aux Palestiniens de se défendre et de résister, mais le choix des cibles, pas de prendre des cibles militaires, mais de prendre aussi des cibles civiles, des femmes, des enfants, des vieillards, et de commettre donc des crimes de guerre, et tenir des otages est aussi un crime de guerre, eh bien voilà, donc la fin ne justifie pas les moyens. Et de fait, même si nous sommes là dans une inégalité qui fait que les premières personnes dont on doit se préoccuper, c'est les morts de Gaza, les dizaines de milliers de morts, les centaines de milliers de blessés, les familles détruites. Enfin, il faut imaginer ce que c'est sur la longue durée et quelle descendance ça va faire. Et il n'empêche qu'il faut avoir dans un coin de nos têtes qu'un jour ou l'autre, des Palestiniens demanderont des comptes au Hamas sur le moyen qui a été choisi, sur l'occasion, comme toujours, hein, l'occasion qui a été donnée, parce qu'on savait que Netanyahou, il voulait faire le grand Israël. On savait qu'il voulait faire ça et il s'est saisi de cette occasion. Et donc ces débats auront lieu, mais dans l'immédiat, c'est l'affaire des Palestiniens, mais dans l'immédiat, il faut d'abord bien voir qu'encore une fois, Israël ne combat pas le Hamas, Israël combat la Palestine, hein, et veut détruire l'idée même d'une Palestine. Parce qu'il n'y a pas que, en plus, Gaza, hein, il y a tout ce qui se passe en Cisjordanie, l'accélération de la colonisation, le déplacement de 40 000 personnes il y a quelques semaines, et le feu vert donné aux colons de toutes sortes d'actes. Parce que, encore une fois, le colonialisme libère une violence quotidienne, d'humiliation. C'est pour ça que quand même la dignité de la Palestine et tout ce qu'elle produit comme écrivain, comme artiste, comme poète, comme chanteur et tout, la dignité par rapport à une si longue durée, hein, de négation, hein, d'effacement, et force l'estime. Voilà. Moi, vous savez, ma boussole, comme je parlais de la boussole de l'égalité par rapport à Matzpen, qui en hébreu veut dire boussole, mon autre boussole, c'est les peuples. Hein. C'est-à-dire, je pense que les aveuglements
ce que j'appelle le campisme, hein, ceux qui ne voyaient que l'Ukraine, le monde libre, les États-Unis, et puis de l'autre côté, ceux qui disaient la Russie va... voilà. Et puis on voit bien, Poutine et Trump, c'est pareil, donc les deux campismes, ils sont par terre, là. Ils ne voyaient que d'un œil. Bon. Mais derrière ça, il y a au fond des logiques politiques où on voit les États d'abord, on raisonne en termes de pouvoir. Pour moi, la boussole, c'est les peuples, hein, le sort des peuples. Si on a cette boussole-là, par exemple, à partir de 2011, on se préoccupe du sort du peuple syrien. On ne l'oublie pas. Hein. On ne l'oublie pas. On regarde, et Dieu sait si ici on l'a oublié, y compris à gauche, le peuple syrien. On ne s'en est pas préoccupé. Et là, sur ce qui se joue aujourd'hui, c'est terrible parce que c'est le pouvoir de l'argent. Ce sont des pouvoirs mafieux. Regardez ce que vous avez sous les yeux. Ça deal. Ça fait soi-disant de la diplomatie et de la politique, mais ça fait des contrats personnels. L'envoyé spécial de M. Trump sur tout cela et tout est quelqu'un qui s'occupe aussi du business de M. Trump. C'est documenté. Le groupe familial de M. Trump n'arrête pas de s'enrichir en marge de tout ça, de faire des contrats. L'Arabie Saoudite et le Qatar et leurs fonds souverains disent qu'ils vont verser des milliards et tout ça. Donc on est dans un monde de pouvoir mafieux. Au sens, j'ai le pouvoir. C'est quoi la mafia? C'est le pouvoir, c'est l'argent et c'est le secret. et donc, j'ai le pouvoir. Mon peuple n'a pas trop de choses à dire. Il n'a pas grand-chose à dire en Arabie Saoudite ni au Qatar. Il a moins à dire maintenant aux États-Unis où les contre-pouvoirs sont attaqués par Trump et il n'a pas trop à dire en Russie pour le moins. Et j'ai une fortune immense qui est totalement liée, en l'occurrence, à l'extractivisme, hein, c'est au pétrole, au gaz, aux matières premières, et aujourd'hui on pourrait dire à nos propres matières premières, nos données, hein, ce sont les milliardaires du numérique qui sont avec Trump, et je trouve ça terrible, parce que tout ça se fait sur le dos des peuples. Hein. Et MBS, depuis le premier jour, qui est l'assassin quand même d'un journaliste, Jamal Khashoggi, il ne faut jamais l'oublier, hein, parmi d'autres crimes qu'il a commis. MBS est au cœur de cela, appuyé sur cette puissance de court terme qui est la richesse issue du pétrole. Et les négociations sur l'Ukraine ont commencé là, entre Russes et Américains, sur le dos des Ukrainiens. Là, maintenant, voilà, M. Trump arrive. Et puis, alors évidemment, quand vous voyez l'état de la Syrie, et si dans ce contexte-là, le nouveau pouvoir syrien peut obtenir la levée des sanctions, et il le prend, c'est du pragmatisme. Mais c'est terrible, c'est terrible. Et ça permet aussi à ces pouvoirs, car on peut se le dire quand même, il n'y a pas eu d'immense mobilisation, à part récemment au Maroc avec les dockers, d'immense mobilisation des peuples arabes pour la Palestine, là, depuis. Et c'est vrai que ça permet au pouvoir aussi d'acheter une certaine forme de paix sociale, par la manne pétrolière, par tout ce que ça rapporte. Hein, voilà, hein. Et d'ailleurs, y compris dans leur stratégie récente, ils ont fait le choix d'un pétrole pas cher, hein, comme vous avez vu. Donc ils ont, voilà, c'est le choix qu'a fait l'OPEP. Et donc voilà, comment dire, c'est bien sûr qu'il y a le ressort occidental du colonialisme, mais il y a le ressort de ce que j'appelle, moi, un capitalisme mafieux, c'est-à-dire un capitalisme qui n'a pas de limite, un capitalisme qui ne veut pas de régulation, la mafia ne veut pas de loi, hein, elle est hors la loi. Hein, les conflits d'intérêts sont généralisés, la corruption va de soi, et c'est ça que nous avons sous les yeux, et c'est ça qui fait aujourd'hui... Est-ce qu'on n'est pas tous responsables, chacun là où on est? Comment agissons. Connaissez la formule d'Édouard Glissant. Agis en ton lieu et pense avec le monde. Donc agissons là où nous sommes. Moi je fais avec l'arme de mon métier. Hein. Voilà. Pour ma part, je n'ai pas besoin de la qualification de génocide pour dire l'ampleur du crime. Je vous précise ce que je veux dire. Le débat sur le génocide est un débat sur... Ce n'est pas un concept moral, le génocide. Hein. C'est un concept juridique qui a été, comme celui de crime contre l'humanité, formulé avec la Deuxième Guerre mondiale, dans la foulée, pour qualifier cet au-delà du crime de guerre
où l'humanité en vient à se détruire elle-même et où l'on vient à exterminer une part de l'humanité à raison de son origine. Bon. Pour moi, toute logique coloniale, elle porte potentiellement la possibilité du génocide. Le premier génocide, il est sur les héréros dans les colonies allemandes au début du XXe siècle, en même temps que parallèlement, il y aura dans une logique coloniale, turque, parce qu'aucune histoire n'est à l'abri, le génocide des Arméniens. Et il y a eu le génocide des Indiens, hein, on n'a pas qualifié en temps et en heure, je parle des Indiens d'Amérique, hein, on les a exterminés, etc. Donc pour moi, si vous voulez, toute entreprise coloniale porte en elle ce passage de quantité en qualité, hein, de quantité de crimes, à la possibilité du génocide. Pour moi, la question du génocide, elle est posée par la Cour internationale de justice, par ces textes de début 2024, où elle appelle nos gouvernants, tous les États membres de l'ONU, à prévenir la possibilité d'un crime de génocide à Gaza. Hein, c'est ça qui est écrit par la Cour internationale de justice, dont tous les États membres de l'ONU sont membres. La Cour internationale de justice, elle date de la création des Nations Unies. Donc, depuis début 2024, la question du génocide est sur la table. Depuis des enquêtes indépendantes d'organisations non gouvernementales, 3 essentiellement, Amnesty International, Human Rights Watch et Médecins du Monde, oui c'est ça, ont fait clairement des rapports, tous les 3, début décembre de l'année passée, de l'année 2024, concluant à un génocide de manière documentée, c'est-à-dire à un crime génocidaire hein, qui est en cours. D'ailleurs, si vous lisez bien le rapport d'Amnesty International, il est très méticuleux. Il dit il y a certains cas, c'est un crime de guerre. Ils ne disent pas tout est un génocide. Hein, il rentre dans le détail, hein, parce que, je vous rappelle, le génocide, ce n'est pas au nombre de morts, hein, c'est à l'intention. L'intention où l'on décide, non pas de faire une bombe comme ça, mais on décide qu'on va tuer des enfants qui passent, on va tuer, et la consigne, hein, c'est... Voilà. Et donc, c'est pour ça que je vous dis comment... Je pense que dans le débat, y compris du côté des soutiens à la cause palestinienne, est appauvri par... comme s'il y avait la nécessité de brandir le mot génocide pour se mobiliser. Hein. Et pour ça que je dis très souvent la destruction de la Palestine. Et ce n'est pas du tout indifférent si je dis ça. Le plus grand livre qui a été fait sur le génocide commis contre les Juifs d'Europe par Raoul Hilberg s'appelle « La destruction des Juifs d'Europe ». Donc pour moi, il y a la destruction et puis il y a ensuite, ils auront à rendre compte, j'espère un jour, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide. Voilà. Ça, c'est ma première réponse. Et évidemment, nous y sommes. Nous sommes là. Et là, il y a des gouvernants qui ne répondent pas à une injonction qui leur a été faite depuis plus d'1 an d'arrêter ça. D'arrêter ça. C'est pour ça que je dis la honte, elle est du côté de M. Macron et des autres. C'est eux qui doivent avoir honte. Honte de leur inaction. Hein, voilà. Vous nous faites honte. Voilà. Sur la deuxième question qui était... oui, tout d'un coup, je la perds, la deuxième question. Oui. Alors ça, vous mettez le doigt sur quelque chose de très important. Pas plus qu'Hitler n'était étranger à l'Europe et dans sa projection sur le monde, c'est pour ça que je rappelais Aimé Césaire, Trump ne nous est pas étranger. La politique de M. Biden a fait le lit de Trump, bien sûr, bien sûr. Et là, ces monstruosités politiques sont le produit de ces forces politiques qui n'ont pas tenu la digue. Et notamment, évidemment, les forces que vous désignez, qui sont les forces que l'on dit dans nos débats européens, social-démocrates, qui devraient avoir tenu ces principes. Et c'est pour ça que je vous parlais de cette adresse à François Hollande que j'ai faite dès 2014, où je l'ai comparée à Guy Mollet. Hein. Je rappelle que la terrible guerre menée en Algérie, c'est un pouvoir socialiste qui la mène, avec des pouvoirs spéciaux, n'oubliez jamais, et c'est pour ça quand je disais, ça nous concerne tous, votre question, le feu vert à des pouvoirs spéciaux, c'est un vote qu'obtient M. Guy Mollet avec le vote du Parti communiste français à l'époque. Peu de gens le savent.
avec quel argument? C'est pour ça que la question coloniale est une question très importante. Parce que la question coloniale, derrière, il y a le vol des richesses. C'est pour ça que quand BDS dit ne prenez pas des choses des territoires, parce qu'il y a des choses qui sont cultivées, qui sont volées aux Palestiniens. Vous voyez comment on brûle les oliviers ou on leur prend leurs oliviers. Bon, eh bien, en l'occurrence, l'argument qui a été servi au Parti communiste, c'est de dire vous allez avoir des conquêtes sociales. Et en échange des conquêtes sociales, en France, vous me laissez faire plein pouvoir aux militaires en Algérie. Hein? Et la colonisation est toujours ce marché-là terrible. Hein? L'échange inégal me permet de vous obtenir des avantages, hein? et en échange de ces avantages, fermez les yeux et laissez-moi faire des choses effroyables. Et là, on est au cœur de l'histoire des gauches européennes. Pour ça que j'insiste sur la question coloniale. Tant que la question coloniale ne sera pas dénouée comme une question centrale de l'imaginaire politique, hein, eh bien, on ne pourra pas affronter le monde. Hein. Parce que derrière la question coloniale, ce n'est pas seulement le fait de coloniser, c'est le fait de l'idée qu'il y a des humanités supérieures à d'autres, des origines supérieures à d'autres, des cultures supérieures à d'autres. Et c'est vraiment, ça imprègne profondément l'histoire de notre continent, jusqu'à, je vais peut-être vous choquer pour certains d'entre vous, mais jusqu'à une partie même de l'histoire du camp de l'émancipation. L'histoire communiste, elle est née en Europe, et avec l'idée que le communisme allait pousser à son bout des idéaux universels. Bon, ça a donné l'Union soviétique qui a envahi l'Afghanistan parce qu'elle pensait qu'il y avait des barbares aux portes. N'oubliez pas ça, en 1979. L'Union soviétique renverse un pouvoir en Afghanistan, et c'est le début de la guerre d'Afghanistan qui va donner tout un désastre pas possible. Et ça, ces logiques-là sont des logiques toujours infernales. C'est logique de penser qu'on est le bien, hein. Et c'est pour ça que je vous redis que la boussole, c'est les peuples, hein. Aider les peuples, les soutenir, hein, aider aujourd'hui les femmes afghanes et soutenir évidemment le peuple iranien, soutenir les mouvements comme le Irak et d'autres mouvements qui ont eu lieu, bien sûr, être du côté des peuples, mais sortir de ces logiques coloniales qui amènent des logiques folles de supériorité. Écoutez le discours idéologique qui existe au Maroc sur la propriété du Sahara occidental. Et ça devient un discours civilisationnel sur le fait que le Maroc est un empire à lui tout seul, et d'où les bêtises sur le fait que l'ouest de l'Algérie était marocain. Enfin, et tout ça donne une catastrophe et une bouillie idéologique très dangereuse. Voilà. Je voulais dire juste que la question de Palestine, le mouvement national palestinien était un embarras pour les régimes conservateurs, parce qu'il était porteur justement de cette question de l'égalité. Il était porteur de la question de la pluralité. Souvent, on l'oublie trop, mais le mouvement national palestinien, je vous ai rappelé l'histoire triste au sein du FLN algérien de règlement de compte, les régimes arabes ont tué des cadres palestiniens, notamment Saddam Hussein et le régime des Assad. Mais entre Palestiniens même, par exemple au sein de l'OLP, vous n'avez pas eu ça. Et parfois, les régimes arabes ont plus tué de cadres palestiniens dans les années 70 que le Mossad, hein, notamment le groupe Abu Nidal. Mais vraiment, dans le mouvement national, et Arafat, avec y compris beaucoup de comédie, mais comme il disait, il est l'héritier des 3 monothéismes, c'est la Terre Sainte, c'est tout ça. Mais par exemple, il avait toujours veillé à une surreprésentation par rapport à leur poids démographique des chrétiens dans le Conseil national de l'OLP. Hein. C'est-à-dire qu'il assumait qu'il était représentant de la diversité de son peuple. Je suis plutôt de ce côté-là, et évidemment de ce point de vue, idéologiquement, pas du côté du Hamas, qui lui est du côté d'une identité palestinienne qui serait identité dominante, et les autres étant relégués et ramenés uniquement à l'islam. De ce point de vue, il y a une histoire dérangeante par rapport à des pouvoirs autoritaires, des pouvoirs qui ont se construit leur légitimité au-dessus de leur peuple, et la Palestine a toujours été un ferment de désordre de ce point de vue. Hein. On le voit bien, je vous redis, au Maroc, où il y a un alignement du pouvoir sur Israël, ce sont les dockers, hein, c'est le seul pays où les dockers se sont mobilisés contre des bateaux qui allaient transporter des armes américaines. Hein, donc c'est intéressant, ça.
dernière question. Moi, c'est plutôt un commentaire. Je trouve que dans la couverture médiatique de Gaza aujourd'hui, je suis frappé par le déséquilibre des termes. Oui. Il y a des otages contre des prisonniers. Oui. Bon, c'est dans le rapport. Oui, j'ai vu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on ne rappelle pas qu'il y a eu un terrorisme juif. Bien La sûr. création de l'État d'Israël. Oui, le comte Bernadotte tué. Le comte Bernadotte, tel King David, etc. Bien et sûr. que Alon Sech, qui était patron de ces groupes terroristes, est devenu le Premier ministre. Oui, bien Donc, sûr. cette réhabilitation des terroristes est quelque chose qui méritait d'être rappelé. Oui. Et puis le dernier truc, c'est que, effectivement, je trouve que la colonisation de la Cisjordanie est très silencieuse. Donc, si tu veux, c'est plutôt le procès des médias, moi, en l'occurrence, que je fais que le... Oui, je ne suis pas les médias, je suis Mediapart. Moi, j'y suis, justement, c'est pour ça que je l'ai dit. D'accord. Je vous rebondis sur Arafat. C'est-à-dire que je pense, vous savez, je vais vous dire comment cette histoire, on peut bien sûr. En fait, Mahmoud Darwish a dit un jour à Arafat, ne reviens pas. Vous savez, quand il y a eu les accords, il est revenu à Ramallah. Il a dit, ne reviens pas. Reste en exil. Tant que tu es en exil, tu es le représentant de ton peuple. Tu reviens à Ramallah, tu vas être un parmi d'autres avec tout ce qui se passe et être à leur merci, puisqu'il est possible qu'il l'ait empoisonné. Je dis en clair qu'il y avait un processus imparfait, et on sait dans le camp palestinien, il y a eu des critiques des accords d'Oslo, d'Edouard Saïd et d'autres, etc. Mais bon, il y avait un processus. À partir du moment où il y avait ce processus, qui d'ailleurs, à tel point que c'était un processus dérangeant pour Israël, c'est que l'extrême droite israélienne a assassiné Rabin. C'est ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui qui ont assassiné Rabin. Après, voilà, il y avait comment éviter que la nouvelle autorité palestinienne soit prise au piège. Puisqu'aujourd'hui, on le sait, elle est très discréditée, très corrompue. Elle est utilisée dans la répression des Palestiniens eux-mêmes. Pour certains, en effet, certains des forces sécuritaires collaborent avec l'occupation israélienne. Enfin, tout ça était d'une certaine manière un piège. Là où sans doute Arafat a fait une erreur géopolitique, mais qui est liée à son histoire, où il s'est trompé, c'est le 11 septembre, vis-à-vis de Saddam Hussein. C'est-à-dire, à l'époque, il n'a pas pris sa distance avec Saddam Hussein, tout de suite. Et là, il s'est laissé... Parce que le cycle que nous vivons s'accélère après le 11 septembre. La guerre de civilisation, le choc des mondes, etc., et toutes les peurs et tout. Et là, il y a eu un moment où il n'a... Mais bon, voilà, comment dire... je redis, quand il y a une situation d'oppression, c'est d'abord l'oppresseur qui doit faire des efforts. Et globalement, quand même, du côté palestinien, il y a eu beaucoup de belles personnes qui ont fait des efforts elles-mêmes, qui ont travaillé. Vous savez, les seules conquêtes diplomatiques fortes qu'a eu la Palestine, c'est Elias Sambar qui les a obtenues par les batailles à l'UNESCO, sur la Terre Sainte, sur le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. La bataille, parce que c'est ça l'idée, c'est à moi, donc c'est à moi jusqu'à des centaines de kilomètres. Mais non, c'est l'histoire tout emmêlée. Et il a mené cette bataille, et en diplomate, il l'a menée fermement. Donc il y a eu des belles personnes qui ont essayé tout cela, mais voilà, aujourd'hui, tout ce débat est légitime, mais aujourd'hui, faut arrêter, faut les arrêter, faut les arrêter. Parce que qu'est-ce que ça va produire comme génération palestinienne ? Qu'est-ce que ça va produire comme ressentiment dans le monde? Qu'est-ce que ça va produire comme caractère illégitime et inaudible de la parole de nos dirigeants à l'égard du monde? Vous savez, je regarde ces vidéos-là. Vous savez, on sait que Poutine a fait une très sale guerre en Tchétchénie. Je vais tous les buter dans les chiottes et tout, avec des attentats qui ont été manipulés sans doute. Du coup, aujourd'hui, il a en Tchétchénie un pouvoir qui est totalement à sa botte, qui est un pouvoir musulman affiché comme tel, dont des forces, en échange de beaucoup de moyens, comme la Corée du Nord au niveau aujourd'hui, sont sur le front ukrainien. Et quand vous voyez les Kadyrov mobiliser ces troupes très masculinistes qui vont aller avec un porte-parole du côté du Donbass pour dire venez, vous êtes des frères, vous venez à notre secours contre les nazis ukrainiens et tout. Et vous entendez Kadyrov qui les mobilise en parlant de Palestine, Palestine, Palestine. Évidemment, évidemment. Et donc, vous voyez bien que nos dirigeants ont une responsabilité terrible sur cette séquence.
je veux dire, il y avait la responsabilité terrible des États-Unis d'Amérique après le 11 septembre, mais à l'époque, de manière symbolique, même si ça n'a rien empêché, mais nous étions très fiers du discours de Dominique de Villepin. Il parlait au monde, et il parlait au monde, et il n'oubliait pas toute notre histoire douloureuse de puissance. Je parle depuis un vieux pays, d'un vieux continent et tout. Et là, eh bien, on a tout l'inverse, on a des dirigeants à la fois, c'est plus que vassalisés, très médiocres par rapport à la gravité de l'histoire. Et c'est bien triste, et qui sont dans un court terme, là où d'autres jouent aux échecs, pensent au coup suivant. Je trouve ça très, très désolant. Voilà. Il y a aussi des conséquences sur l'identité juive. Oui. Tout ce qui se passe là. Je ne sais pas ce qui se passe. Moi, je distingue vraiment ce qui se passe en Israël. Pour moi, je ne rentre pas dans le discours de la propagande israélienne qui est d'assimiler, et qu'elle essaye de faire, y compris via ses relais en France, d'assimiler les Juifs du monde à Israël. Hein. Pour moi, être juif, c'est pas être israélien. Hein. Donc voilà. Et c'est la propagande israélienne qui veut annexer, comme si voilà. Et on ne doit pas rentrer dans son jeu. Alors dans la communauté juive française, je ne sais pas. J'espère que ça peut faire bouger des choses. Ça fait bouger. Et puis il y a une jeune génération dans la communauté juive française qui minoritaires, comme toujours, hein, les mouvements sont parmi des minoritaires, même dans la presse, hein, nous, on est minoritaires par rapport aux médias que vous citiez, en tout cas on n'est pas des médias dominants, et qui, voilà, il faut essayer, en tout cas il faut refuser. Il y a une extrême droite juive française, elle existe, elle est suprémaciste. Monsieur Gilles William Golnadel, il vient de l'extrême droite. Il y a une histoire, vous parliez de Jabotinsky, on pourrait parler de Jabotinsky, on pourrait parler des mouvements de l'extrême droite de l'histoire du mouvement national juif, mais il y a en France une tradition, une petite branche qui existait avec un philosophe qui était un disciple de Pierre Boutan lui-même venu de l'Action française, hein, parce que n'oubliez pas, alors ça c'est une trop longue histoire, que c'est pour ça que ce n'est pas nouveau, il y a eu en France, avant la Deuxième Guerre mondiale, une extrême droite qui était pour le foyer juif en Palestine, sur le thème qu'ils aillent tous là-bas, qu'on s'en débarrasse. Et donc vous trouvez, et Pierre Birnbaum l'a raconté dans un livre qui s'appelle « La France aux Français », vous trouvez tout un chapitre qui documente comment l'extrême droite, encore une fois antisémite des années 30, était pour envoyer les Juifs en Palestine, pour s'en débarrasser. Ah mais merci, vous êtes le papa. Voilà. Voilà. Je me disais que je connaissais cette tête. Merci. Ça va, merci.